Et hop, on descend. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui vidéo numéro 2 sur les outils anciens, donc on va parler des haches. Donc là je suis avec la Wederlings que mes beaux-parents m'ont offert, qu'on parlera plus tard. Et donc là aujourd'hui je suis accompagné de Pierrot et ma femme. Donc on va se faire cette petite vidéo, on va en parler un peu, mais tout d'abord, et comme pour les serpes, un petit peu d'histoire. Parlons un peu de cet outil qui est franchement magnifique. Donc là on est en présence d'une hache aujourd'hui typée suédoise. Donc on a un manche galbé type canadienne avec un fer vraiment typé suédois. Là on est sur un fer forgé pas tout à fait à la main mais avec des marteaux pilons et c'est les mecs qui dirigent la frappe. Donc malgré tout on est sur un travail vraiment artisanal chez Wederling. Vous avez plusieurs marques qui sortent vraiment du lot comme par exemple Grans Forbruck. Wederlings bien sûr qui est très connu, et après on peut passer sur des haches de compétition, mais bon là disons c'est déjà pas tout à fait les mêmes prix, et puis nous dans les bois ça nous servira pas à grand chose. Une hache qui fait 3 kg de fer, c'est pas très utile. On peut voir ici la constitution générale d'une hache, donc type avec manche en bois. Donc on a un manche qui rentre dans un fer. Ici vous avez ce qu'on appelle donc l'œil de la hache. En fait c'est le trou que l'on forme pour y rentrer le manche. Ici on est sur un manche qui est fendu avec un coin en bois et un coin en acier. Mais vous pouvez aussi très bien aujourd'hui trouver dans le commerce des manches en polymère. Donc là on est sur la marque Fiskars. Et en fait c'est l'inverse, c'est le manche qui vient entourer le fer. Et c'est virtuellement indestructible. Et on peut en parler parce que j'ai eu beau bourriner avec ce genre de choses, bah elle a jamais pris un pet. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par contre bien sûr ça fait moins traditionnel, ça fait moins joli, mais c'est aussi moins cher. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur une hache Révolier qui est vraiment de la région. C'est une des haches de Pierrot qu'il a trouvée chez sa grand-mère. Et en fait, cette hache en particulier, elle est faite à la base par des artisans qui étaient du côté de Renage. Et donc c'est vraiment du coin. Là par contre, on est vraiment sur des outils qui ont été forgés parce qu'en 1940, elle était déjà dans la maison, cette hache. Donc j'aime autant vous dire que là, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Et en fait, ça me permet de rebondir sur les histoires des haches. Donc la hache, c'est un des plus vieux outils du monde. Donc, comme Jess vous a dit, petite hache que j'ai trouvée dans le garage chez ma grand-mère. Et sur les vieux outils, souvent, on peut voir qu'elles sont frappées. Et en fait, c'est ce qui leur donne toute leur valeur. Ici, on peut voir Revolier écrit dessus. Et donc, j'ai pas encore trouvé toutes les infos que je voulais, mais donc le monsieur Revolier en question, c'est un artisan qui a commencé à forger des haches, donc haches d'infanterie apparemment en rentrant de l'armée en 1865. Voilà, petite parenthèse historique. Du coup, pour revenir sur l'histoire des haches, donc elles ont été inventées il y a quelques années. Hein. Donc en fait, les plus vieilles traces de haches ont été trouvées en Afrique. Elles ont été datées d'il y a 1,6 million d'années. Et donc voilà, c'était la préhistoire. Alors à l'époque c'était fait complètement différemment. Au lieu d'avoir le bois qui rentre dans le fer, à l'époque donc c'était une pierre qui était taillée, une pierre à silex, et le manche était refendu et on glissait la pierre dedans. En gros on faisait un tressage avec la corde pour tenir l'outil. Bon, certes, c'était moins durable qu'aujourd'hui, mais on en trouve encore. Vous pouvez en trouver dans les musées. À l'époque, le terme pour appeler ça, c'est hachereau et pas hache. Derrière, bon, bah, il y a eu une grande évolution de cet outil. On en trouve en décoration. On en trouve aujourd'hui pour l'outillage à proprement parler, aux pompiers, mais elle a aussi énormément servi lors des guerres en tant qu'arme. Donc on avait des hallebardes, enfin des haches de gros bourrins, et parmi un peuple qu'on adore à peu près tous, il y avait les Vikings qui avaient leur hache, voilà.
On se retrouve ici, comme dans l'introduction, devant donc un panel de haches complètement différentes, de formes, de taille et d'utilisation très variées. Donc on peut passer très bien dans les tomahawks que l'on voit ici et ici, aux haches traditionnelles suédoises, à des haches type plâtrier, des petites hachettes, des haches de menuisier, enfin on a vraiment toutes sortes de formes. Ici une Rosélie en démonstration. On a les haches type française, des grosses haches d'abattage. On retrouve ici à peu près les mêmes fers. Et on a ici quelque chose qui est du type de hache, mais qui est fait pour refendre, c'est un Merlin. Donc vraiment pas le même fer, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épais. Et par conséquent, je lui ai mis un manche en fibre, parce que ces manches-là sont incassables et du coup, bah, on n'en change pas. Comme je disais à l'instant, on est sur un fer type hache d'abattage française, vraiment caractéristique par sa forme qui part en V ici. C'est un outil forgé comme on peut le voir, donc on va parler un peu anatomie de hache. Alors on a ici, comme je disais à l'instant, l'œil, à l'endroit où passe le manche, donc c'est le trou qui est formé pour faire passer le manche, ni plus ni moins. Ici on est sur quelque chose qui est normalisé, puisque c'est des manches universelles qu'on peut trouver dans tous les trucs de bricolage. On a derrière le marteau. Donc précision pour les marteaux de hache, ils ne servent pas du tout à taper sur des fers, par exemple si vous plantez un coin dans un bois, puisque les marteaux ne sont pas trempés. Contrairement au Merlin qui lui on peut frapper comme des sourds avec, c'est pas trempé là. Du coup ça fait qu'on risque d'aplatir clairement l'œil et donc d'abîmer le manche. Enfin bon, c'est vraiment dangereux, c'est pas fait pour. On se retrouve donc ici avec les joues de la hache. Et enfin vous avez le tranchant ici, le dos de lame, enfin voilà. Ici on est sur un tranchant dit convexe. Donc les outils en général sont travaillés avec des tranchants convexes puisque ça coupe et le tranchant est beaucoup plus long, il est beaucoup plus durable disons, puisque beaucoup plus de matière en fait. Voilà pour cet outil magnifique. Bon, donc on est parti pour les phases de démonstration. Donc là on va faire de l'abattage, donc on n'est pas sur du très gros, hein. Là on est sur à peu près 8-9 cm de diamètre, pas bien plus. Donc on va le faire tomber. Là aujourd'hui je me sers pour l'abattage de ma hache suédoise, la Wederlings, c'est la Swedish Forest Axe. En théorie les haches d'abattage elles doivent faire à peu près la longueur de votre bras. Donc là on est sur quelque chose d'à peu près correct. Et ensuite on verra différentes utilisations pour différentes haches, mais là déjà on va se faire un peu plaisir. A savoir que c'est du bois sur une coupe de bois privée, d'accord? On ne va pas me faire envier. Attention, tombe sur toi. Donc la sortie des grosses haches de papa là. On va essayer de tomber ça. Bon, la mienne manque cruellement d'affûtage, mais bon, avec l'inertie, ça devrait passer quand même.
vraiment en train de montrer qu'une hache pas aiguisée c'est quand même vraiment moins pratique. Ouais. Et notre ami athlétique Pyro qui est vraiment en train de galérer là. Mais bon, on va y arriver quand même. Ah. Comment il fait pour venir dans le jeu? Ah. Attention, j'arrive. Ah, quelquefois c'est l'inconvénient. Attention. Et on va y aller, un de ces quatre. Bon, donc voilà, maintenant on va passer à un peu débranchage. Donc pour ébrancher un arbre, on va plus facilement être sur une hache de petit gabarit. On sera plus à l'aise, même si c'est tout à fait possible avec une grosse. Donc moi j'ai celle-ci, la Grance Force, que j'utilise depuis novembre je crois, pour tout, qui va très très bien, même pour ébrancher, pour refendre un petit peu. On a une longueur de manche qui est pas mal aussi, même si on veut rester debout. Voilà, ça passe bien. Et par contre après, pour les personnes un peu plus petites, ou alors qui n'ont pas un gros sac à dos, il y a ces petites haches là. Donc celle-ci c'est une Premier Prix Carrefour, donc que j'ai retapé un peu moi. J'ai poncé toute la tête qui était rouge, j'ai poncé un peu le manche aussi, j'ai fait un passage par dragon bien huilé et ça lui donne un look vraiment sympa. Hop. Et ça va aussi très bien. Hop. Yes. Donc là on est passé en mode refente, donc on va refendre un billon. Alors là le billon est assez compliqué parce que c'est un nœud à la base et donc il y a deux parties, il y a cette base là et celle-ci à refendre. Donc là il va commencer avec une hache de bourrin, c'est une hache type française aussi qui ressemble beaucoup à celle de mon père, il va vous en parler 2 secondes. Ah, donc c'est d'ailleurs
petit clin d'œil au Truck Bushcraft, entre autres. Pu faire des rencontres qui ont permis de me procurer ce fer-là. Donc ça va très bien, c'est vraiment une belle bête. Hein. C'est vraiment, comme Jess vous l'a dit, c'est vraiment une hache type française d'abattage. Par contre celle-ci est un peu plus épaisse que la sienne. Et bon, même si elle n'est pas affûtée et que ça défonce les bras dès que je l'utilise, bon voilà, on va voir ce que ça donne. Et normalement pour la refente ça devrait aller. Si je tape au bon endroit. Compliqué de trouver ces marques avec une hache aussi grande. Ah ça y est. Oh merde. Comme vous pouvez le voir, là le bois a bien claqué. On voit bien le travail de la hache qui consiste à écarter les fibres du bois. Et le fer au niveau de l'œil est rentré, donc là le plus gros du boulot est fait. Maintenant faut finir le boulot. Et Béli. Heureusement qu'on a mis l'autre là derrière. Pour compenser. Bien, maintenant on va passer à l'autre partie. Alors là ça va être compliqué. Oula. Ça me glisser sur le caillou là. Ah si ça va, ça passe bien. L'autre il est en train de sortir là. Yes. Ça y est. Elle a claqué. Ah, après par contre il faut retaper au même endroit. Et voilà. Oh putain. On va même pouvoir lui remettre un coup dans l'autre sens. En général, une fois que la fibre a été écartée une première fois, après c'est beaucoup plus facile puisque le reste des fibres ayant tremblé, c'est beaucoup plus fragile et du coup ça se libère beaucoup plus vite. Et voilà, travail terminé. Tout en délicatesse. Bon, du coup, moi aussi je vais passer à la refente. Par contre, là on va passer avec l'outil qui est vraiment fait pour. Donc là on est sur un outil qui s'appelle un Merlin, donc une hache à fendre pour certains. Là on peut voir l'épaisseur du fer, ça n'a absolument rien à voir. On met des manches plastiques. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi je vous dis, je tabasse du bois chaque année et j'ai jamais eu aucun problème avec un manche en plastique. Surtout les nouveaux, ils sont en trimatière, donc en plus il y a une matière là qui agrippe énormément, ça bouge pas du tout. Gros avantage, c'est qu'on a beau taper comme des sourds avec le manche quand on se rate, et ben j'ai jamais vu un manche cassé. Pourtant celui de mon père, il a au moins une quinzaine d'années, donc bon, pas de problème. Maintenant bon, faut que ce soit un peu affûté pour que quand même le départ pénètre dans le bois, mais sinon le reste c'est tout l'outil qui fait le boulot, l'épaisseur. Et par contre donc ici on a un marteau avec lequel on peut taper sur des morceaux de ferraille puisqu'il est trempé. Donc par exemple si on a un coin, on peut venir taper là avec le coin. Bon voilà, on va voir ça tout de suite. Donc là on est vraiment sur un gros billon, là on est plus du tout sur le même diamètre. Donc on peut voir à côté le Merlin, il fait 2,5 kg, c'est une masse. Donc bon, c'est vraiment pas du tout le même gabarit. Voilà la différence. Alors, heureux? Bon, la technique pour vous expliquer un peu, même pour les haches, vous pouvez en savoir, il faut faire ce qu'on appelle enrouler. Donc en fait, vous prenez avec votre main forte, donc si vous êtes gaucher, ce sera l'inverse, ce sera la gauche. Moi, je suis droitier. Donc votre main forte, elle doit être à ras de la tête pour porter tout le poids et éviter le bras de levier. Parce que tout le monde sait que là, moi, je tiens quasiment pas la tête à bout de manche. Là, on la tient aisément, les 2,5 kg. Et l'autre main, votre main là, celle-là, elle va être statique, elle va pas bouger, elle tient le manche, elle ne bouge pas. Et en fait, donc on va enrouler derrière, remonter. Donc là, on tient toujours la hache avec notre main forte en haut.
ce qui va permettre de lever tout le poids de la hache facilement. On peut recommencer ça des dizaines de fois. Et là, seulement à la descente, avec l'inertie, on va descendre la main, et avec l'enroulage, ça va permettre de mettre beaucoup plus de force. Et je vous garantis que cette technique, elle sert vraiment, parce que quand on fait ça toute la journée, ce qui m'arrive avec mon père, on est content de moins se fatiguer. Ah, donc là ça va être au tour de Pyro de se servir du merlin, parce que lui aussi c'est un bon gros bourrin. Donc là à côté vous pouvez voir, ça c'est la bûche que je viens de refondre à l'instant avec le merlin. Bon, elle était un peu plus grosse en diamètre, hein, pour pas faire... Mais par contre elle est clairement moins haute, donc il faut vraiment de la patate pour refondre la suivante. Alors là, vu le bruit que ça a fait, on n'est pas loin d'avoir fait le plus gros du boulot. Donc là on peut voir la fente naturelle du bois, et là Pyro il a bien écarté, le travail devrait se faire. Ouais, ça a commencé à rentrer dedans. Et là le bois a commencé à claquer, donc le travail va être fait dans 2 secondes. Ouh. Ah, il va manquer un. Jusqu'en bas. Et voilà. Comme on peut le voir, avec ce genre d'outil, malgré qu'il y ait des gros nœuds au milieu, parce que là il y avait vraiment un nœud qui est vraiment énorme, bah ça va pas bouger en fait. C'est pas affecté vu le poids de l'outil, la tête fait 2,5 kg je le rappelle, et quand ça tape sec. Il y en a beaucoup qui me diront vous avez qu'à acheter une fendeuse à bûche. Et c'est vrai, la fendeuse à bûche elle fait 300 €. Là avec le manche ça m'a coûté 15 € et mine de rien bah, au moins ça fait de l'exercice. Bah. Pyro est refait. C'est génial. Voilà. Bon, je remercie Jubushcraft Alpin qui m'a prêté lors de notre dernier bivouac pour cette vidéo spécialement, il m'a prêté donc sa Rosélie. Bon bah comme vous pouvez le voir, quand c'est dans ma main ça fait beaucoup plus petit, j'étais impressionné. Non, par contre c'est une hache vraiment sympathique, elle a un manche tout à fait différent des autres, puisque la courbure remonte à l'arrière pour la prise en main vraiment en bout de manche, c'est vraiment sympa. Bon, on va voir ce que ça donne, normalement sur de la refonte, vu la tête qu'elle a, ça devrait être pas mal. Ouais, ça le fait plutôt bien. Non, ouais, elle est vraiment impressionnante, pourtant on n'a pas beaucoup de prise. Moi c'est bizarre parce que j'ai l'habitude d'enrouler, donc à 2 mains c'est vraiment presque trop petit, mais ça le fait quand même. Pour le bushcraft, ça va être vraiment utile parce qu'on est, sur de la petite hachette, donc c'est vraiment sympa. Et encore un clin d'œil à Jus qui m'a prêté ce coup-ci sa petite hache, fait par le coutelier, alors je ne me rappelle plus le nom. Bon, c'est vraiment un bel outil. Par contre, niveau pratique, je dirais que nous, on n'en a pas vraiment utilité. C'est trop petit en fait. Pour de la refente ou quoi, c'est vraiment pas pratique. On n'a pas de manche en fait. Maintenant, moi, si j'avais à m'en servir, je m'en servirais de feuilles de boucher dans ma cuisine, ni plus ni moins. Mais là, on va s'en servir un peu pour le bois. Donc ça va être quand même dans ma main. Ça va être assez pratique pour ce qui est sculpture et tout. Parce que du coup... bon voilà, on a une grosse inertie.
Bon, faut dire aussi que le tranchant a été retravaillé, du coup bah ça coupe bien, parce qu'apparemment à la base c'était vraiment trop épais à cet endroit là, du coup bah ça accrochait même pas le bois, mais là ça va. Donc voilà, si vous voulez faire de la sculpture ça va être sympa. Bon, le manche est un peu épais quand même, mais bon, faut souligner le travail du coutelier qui fait ses outils. Voilà, pour les petites tâches, ça va vraiment être très pratique. Bon alors, vu qu'on est là pour faire le rapprochement avec le bushcraft, on va en parler. Donc bon, bien sûr, nous on utilise un peu toutes nos haches au bushcraft. Bien qu'il y en ait qui soient un peu, qui préfèrent partir en mode mule, donc avec très peu de matériel. Il y en a qui vont préférer les outils anciens, il y en a qui vont préférer la praticité des manches en polymère. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, je ne fais pas un débat, c'est juste qu'on parle donc de ces différents outils. C'est un outil magnifique, la hache. Comme je l'ai montré, pour l'utilité du bushcraft, ça va nous servir à toutes les tâches qu'on a montrées. Donc les petits, bien sûr, on parle d'arbres morts, hein, vu qu'on n'est pas sur nos terrains en général. Ça va nous servir à abattre, ça va nous servir à refendre, ça va nous servir à ébrancher. Enfin, ça va être vraiment un outil très polyvalent, je le répète, vraiment utile. Maintenant, niveau taille, alors je dirais que pour le bushcraft, une taille adéquate, c'est entre 50 et 60 cm. Parce qu'après, en général, ça dépasse du sac. Je veux dire, moi, je vais pas emmener ma hache française qui fait manche de 90 cm dans le dos. Je suis pas, je veux dire, je vais pas charrier 25 kg dans le dos non plus. Maintenant, ma Swedish est un peu plus longue. Moi, par exemple, pour l'hiver, elle est vraiment très utile. Mais si j'ai à partir, moi personnellement, j'aimerais bien une hache de, ouais, disons 50-60 cm. Et donc, dernièrement, j'ai eu la Husqvarna Carpenter qui remplira sûrement cette tâche très bien. Maintenant, je le répète, niveau l'outil est très polyvalent. Par contre, vaut quand même mieux des outils spécialisés. Moi, quand je vais au bois, j'utilise pas la hache. Je le répète, j'ai ma tronçonneuse et j'ai mon gouillard et c'est tout ce qu'il me faut. Faut pas déconner, les haches, on a arrêté d'abattre avec les haches depuis quelques centaines d'années. Donc bon, c'est vraiment un outil magique. Faut pas l'oublier, faut s'en servir. Et nous, dans le bushcraft, c'est un peu notre rôle de remettre au goût du jour certains outils du passé. Bon, donc cette vidéo touche à sa fin. Alors là, donc nous on est avec toutes nos haches. C'est vraiment un plaisir de vous avoir montré ces outils. Je vous le répète, utilisez les outils de vos grands-pères, comme je l'avais dit dans la première vidéo, la serpe, et il y aura d'autres vidéos d'outils anciens. Servez-vous des vieux outils, faites-les renaître, faites les brocantes, parce que vous trouverez des perles rares dans les brocantes, c'est vraiment génial. Vous allez trouver... Excuse-moi, je te coupe. Fouillez vos garages, les gars. Ouais. Vous allez trouver des outils qui sont superbes. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire des recherches pour trouver à quoi servent ces outils. Par exemple, là, dans le cas de cette hache qui vient de vous montrer, la Rivolier, ça se trouve, c'était une hache pour tailler les poutres qu'il y avait dans les anciennes maisons, c'est ce qu'on pense. Et donc, c'est vraiment une utilité particulière. Une hache comme la Wederling, c'est une hache type d'abattage. On va avoir des haches comme la Fiskars ici, qui ont un fer pour refendre. Enfin, un outil qui a vraiment fait ses preuves et sa polyvalence. Et vos grands-pères sont tout contents que vous en serviez. Alors par contre, toujours en sécurité, on le répète. Ouais. On peut en parler tous les deux, on s'est coupé maintes et maintes fois. Alors on a beau dire c'est le métier qui rentre, ça va que c'est des bobos superficiels, mais on a tendance toujours à faire les cons parce qu'on se sert de l'outil, on rigole et du coup on est moins concentré. Donc toujours faire attention, surtout pour les plus jeunes. Hein, parce que coup de hache dans la jambe, je vous garantis, ça pique. Voilà, que dire de plus, se servir aussi d'outils qui sont faits pour. Si vous allez attaquer 40 stères de bois à refendre, attaquez-y pas avec la Wederling, faut pas être fou. Hein. Vous prenez tout de suite soit le Merlin, soit sinon vous passez sur une fendeuse à bûche si vous en avez une. Enfin voilà, après faut être logique aussi. Ouais. Donc, juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la sécurité, faites attention puisque plus les haches sont grandes, plus vous avez d'inertie et ça peut partir très vite. 2-3 fois ça rebondit sur un arbre
et ça fait flipper, hein. Bah, toi ça a dû t'arriver aussi, ça part très vite. Pensez à prendre quelque chose qui répond vraiment à vos besoins aussi et à vos envies bien sûr, mais voilà, comme vous avez pu voir aujourd'hui, il y a beaucoup de designs différents, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les tailles. Donc il n'y a que l'embarras du choix, mais prenez quelque chose qui est adapté, toujours pour bosser en sécurité et pour vous faire plaisir, quoi. Moi j'ai celle-ci, donc qui fait 50 cm ou 55, je sais plus, tu sais ou pas 50. 50 il me semble, qui va très bien pour l'été. Maintenant c'est un petit peu juste pour la grosse section, donc l'hiver je vais prendre la Husqvarna qui est un peu plus grande. Mais donc voilà, ça permet de jongler aussi en fonction des saisons et avoir toujours l'outil qui va bien, pour la sortie qui va bien. Voilà, tout ça pour vous dire, éclatez-vous avec cet outil ancien. Nous, on vous l'a vendu. On adore ça, on adore s'en servir. Et puis faites-vous plaisir, comme l'a dit Pierrot. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo des Indomptables. Allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao.